Bienvenue à Parlons-en, une émission que nous consacrons aujourd'hui avec Patrice Trappier du Journal du Dimanche en relation, on va dire, explosive entre l'Iran et l'Occident. Alors peut-on parler, doit-on parler d'un choc de civilisation? Pour en débattre, son Excellence, le prince héritier Reza Pahlavi, le fils du Shah d'Iran. Avec nous aussi l'ancien ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner. Et puis Bernard Ourcade, directeur de recherche émérite au CNRS. Vous êtes un spécialiste de l'Iran. Mais avant de vous donner la parole, peut-être un retour en image sur ces 33 ans de République islamique en Iran. Un sujet de Éléonore Picot. Du temps du Shah d'Iran, l'Iran, c'était le pays émergent par excellence. C'était le pays dont tout le monde parlait, un grand pays, le grand pays du futur. Coup de tonnerre le 16 janvier 1979, après des mois de contestation populaire contre son régime, le Shah d'Iran, lâché par ses alliés occidentaux, notamment les États-Unis, abandonne le pouvoir et quitte son pays. Le régime du Shah d'Iran n'était pas une véritable démocratie. Bon, c'était une monarchie en plus, affichée comme telle, mais au plan des libertés publiques, des libertés individuelles, des droits des femmes, c'était incomparable par rapport à la situation actuelle qui est déplorable. Le chef de cette révolution iranienne, l'ayatollah Khomeini, réfugié en France sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, il revient à Téhéran à bord d'un Boeing 747 d'Air France après 15 ans d'exil. À l'issue d'un référendum en mars 1979, une république islamique est instaurée. L'ayatollah Khomeini en devient le guide suprême. Quelques mois plus tard, l'occupation de l'ambassade américaine à Téhéran, ou plus communément appelée la crise iranienne des otages, tend considérablement les rapports du pays avec l'administration Carter. Les premières sanctions économiques tombent. En mars 1980, il appelle les Irakiens à renverser le régime de Saddam Hussein. Son objectif est de promouvoir le mouvement islamique à travers tout le Proche-Orient. L'Irak envahit l'Iran, s'ensuivent 8 années de guerre, environ 800 000 morts et un cessez-le-feu qui laisse les deux pays exsangues. En 2005, le maire ultra-conservateur de Téhéran, Mahmoud Ahmadinejad, est élu président. À la tribune notamment de l'ONU, le dirigeant multiplie les provocations. Ce qui prévaut, c'est la course aux armements et l'intimidation au moyen d'armes nucléaires et d'armes de destruction massive par les puissances hégémoniques. Mahmoud Ahmadinejad, anti-israélien farouche, déroule un discours ultranationaliste pour légitimer son programme nucléaire qui inquiète toute la communauté internationale. Le problème, c'est que nous avons un fou qui est à la tête de l'Iran et qui est extrêmement dangereux. Et je crois qu'on ne peut sortir de la peur du nucléaire dans un pays que quand on est certain que ce pays est démocratique. Si l'Iran a la bombe et qu'elle a une attitude révisionniste par rapport aux relations internationales, il va y avoir des problèmes. Pas seulement pour l'Occident ou pour Israël, mais aussi par tous les États arabes producteurs de pétrole qui sont de l'autre côté du détroit d'Ormuz et sur lesquels l'Iran a des vues. La réélection contestée en 2009 d'Ahmadinejad donne lieu à d'énormes manifestations d'opposants, sans doute les plus importantes depuis la révolution de 1979. Violemment réprimées, des centaines de manifestants auraient été tués selon Amnesty International qui estime à 2000 le nombre d'arrestations. Sur la scène internationale, le président iranien est aussi fortement contesté, ce qui fait craindre à terme un choc de civilisation entre l'Iran et l'Occident. Pour commencer, un bref retour en 1979. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelques souvenirs de votre départ d'Iran avant la chute de votre père, du régime de votre père? J'avais déjà quitté mon pays 6 mois avant le départ de mon père, car j'avais juste terminé mes études d'école secondaire. Et j'étais donc en plein stage de formation de pilote dans une base aérienne au Texas. Et donc j'ai suivi les derniers 6 mois depuis les États-Unis. Mais en fonction de mes souvenirs, bon, j'en ai beaucoup, surtout de mon adolescence. Et dans la plupart du temps, c'était dans le contexte des sorties incognito et des rencontres que j'avais avec mes compatriotes. Mais quand vous étiez enfant, adolescent, est-ce que vous vous êtes dit à un moment, je ne serai peut-être pas un jour empereur d'Iran, il faudra partir? C'est pas comme ça qu'on pense quand on a 15 ans. Hein. Vous êtes en pleine étude. Vous sentiez une révolte intérieure? Moi, je ne l'ai pas vu à l'époque où j'ai quitté mon pays. C'est arrivé juste 2-3 mois avant le départ de mon père, où vraiment on sentait dans les rues ce soulèvement qui était devenu donc extrêmement évident. Par exemple, ma sœur
Et mon frère l'ont vu, ou l'ont entendu. À l'époque où j'ai quitté l'Iran, ce n'était pas encore, si vous voulez, manifesté ouvertement dans les rues. Alors, on a parlé de lâchage de la part de Jimmy Carter, de la part aussi de Valéry Giscard d'Estaing. Comment vous l'avez vécu, ça? Vous êtes toujours meurtri par cette attitude des Occidentaux vis-à-vis du Je Shah d'Iran? pense que l'erreur fatale, c'était de penser qu'on peut faire barrage à l'influence du communisme dans la région en créant une espèce de rideau religieux. C'était un peu la thèse de Carter à l'époque, cette fameuse barrage au rideau vert, ils appelaient ça. Et donc ça a fait effet inverse. Et sur le coup, il fallait à ce moment-là avoir affaire avec un régime nouvellement installé qui voulait exporter une idéologie religieuse. Et donc on a compté sur l'Irak pendant longtemps à faire cette fois-ci barrage à ce nouvel Iran. D'où la guerre Iran-Irak et tout ce qui oui, le reste on connaît. Qui a suivi. Bernard Kouchner, vous, en 79, vous étiez un jeune homme. Vous êtes encore un jeune homme. Vous étiez allé voir l'Ayatollah Khomeini à Neuf-le-Château avec Gonzague. Avec Sadegh Ghozadeh. Pour cet homme. Non, j'avais trouvé, bon, enfin, petit souvenir personnel, je l'avais trouvé méchant. Ah bon? Enfin, je l'avais trouvé méchant. Pas comme les intellectuels de gauche de l'époque. Non, mais attendez, il y avait de quoi. Avec tout le respect que je vous dois, nous étions influencés surtout par la SAVAK, par le fait que les arrestations arbitraires, que les droits de l'homme violés nous impressionnaient. Je suis d'accord pour les gens qui nous regardent pour dire que ça a été bien pire après. Ouais. Et puis je vous dis au passage, j'ai été à Neauphle-le-Château avec Sadegh Ghozadeh. Et qui a assassiné Sadegh Ghozadeh? L'Ayatollah Khomeini lui-même. La police secrète, la répression de la police secrète du régime du Shah d'Iran. Et donc c'était vraiment une lutte en faveur des droits de l'homme qui nous a entraînés beaucoup trop loin, ça c'est vrai. Une erreur. Une erreur fatale. Enfin, écoutez, on verra bien. Il y a une dérive où on savait qu'on pouvait... Oui. Non, c'est une question que je vous posais. Oui, mais enfin, c'est un peu rapide, comme a été quand même votre raccourci. Vous n'aviez pas le temps, mais on ne peut pas dire les uns ont raison, les autres ont tort aussi rapidement. Ouais. Nous n'étions pas contents et nous avons été non seulement très déçus, mais horriblement ulcérés par le fait que les ayatollahs prennent le pouvoir. Bernard Ourcade, alors vous, je crois que vous... Bernard Ourcade, pardon. Est-ce que c'est une révolution démocratique qui a dérivé en islamisme au départ? Démocratique, c'était incontestable. Au départ, c'était les intellectuels de gauche qui ont manifesté, les libéraux, les religieux ne sont arrivés qu'après coup, mais ils ont apporté effectivement aux quelques 10, 15, 30 000 manifestants, 3-4 millions de manifestants. Oui. Et la différence, ça a été là. Mais je me souviens très bien, j'étais à Téhéran pendant la révolution islamique, au moment où ça basculait, en septembre 78, et on voyait bien les forces démocratiques qui bougeaient, qui avançaient, disant « les religieux, de toute façon, ils ne connaissent rien, on les contrôlera, on a besoin d'eux pour faire la masse, et ensuite, ils seront dans leur mosquée et nous regarderons le pouvoir ». C'est une grande illusion sur ce qu'est la politique. Et alors, votre vision, votre analyse de cette révolution iranienne, puisque je crois qu'à l'époque, vous étiez sur place. Oui, j'étais sur place. Donc c'est une révolution populaire incontestablement. Il y a eu une masse de gens qui ont convergé pour renverser un système, non pas qui était pro-occidental et abusivement occidental, mais dont l'ouverture internationale n'était pas assez forte. Que demandaient les gens en fait? Ils demandaient un parlement un peu démocratiquement élu, ils demandaient plus de partage des richesses, plus d'accès à l'Occident, mieux partagé, plutôt qu'une rupture avec l'Occident, choses qui sont arrivées uniquement après avec les religieux. Nous n'avions pas pesé ce qu'était la différence entre les chiites et les sunnites. Ça a compté considérablement. On l'a vu après. Et nous savions, on l'a vu après, mais nous savions pourtant déjà, et nous n'avons pas réagi contre cela, qu'il n'y aurait plus de pouvoir laïque et que le gouvernement, toutes les institutions pour diriger le pays seraient dans la main des religieux. Ça, au début, on n'a pas compris très vite. Alors, au début, on n'a pas compris très vite, dites-vous. Est-ce que 33 ans après, parce qu'on va faire un saut et arrivé en 2012, est-ce que 33 ans après, vous vous dites, le monde serait peut-être plus sûr et moins perturbé aujourd'hui si les mollahs n'avaient pas pris le pouvoir? On peut dire ça, mais enfin, franchement, ça servira à rien, parce qu'il y a d'autres dangers aussi. Ouais. Mais enfin, il est certain que l'évolution, mais je parle non pas au nom du peuple iranien, mais ce que je connais du peuple iranien, et en particulier le mouvement de Vert, qui a été écrasé dans la violence, n'est-ce pas? Eh bien, eux, ils vous répondraient qu'en effet, on a régressé, ils ont régressé, et que c'est beaucoup plus dur maintenant. Donc nous avons échoué, nous, collectivement. Bernard Ourcade et ensuite le prince Reza Pahlavi. Les choses ont changé. On ne peut pas comparer l'Iran
c'est la guerre froide, c'était les Pershings contre les 16-20, c'était la Russie, les soviétiques avec 1500 km de frontière avec l'Iran. Le mur n'était pas tombé. N'était pas tombé. Et donc la chute de l'Iran, qui était le pays le plus grand allié des États-Unis dans la région, vient quelques années après la chute du Vietnam. C'était le tiers-mondisme, c'était la lutte anti-impérialiste. Donc tout ça, c'est un changement important. Et la révolution islamique d'Iran est en quelque sorte la première révolution post-soviétique. On ne l'a pas prise au sérieux. Post ou pré? Post-soviétique, c'est-à-dire c'était l'annonce de la chute du mur de Berlin quelques années avant. C'est-à-dire que c'était pas les bolcheviks qui allaient renverser les capitalistes, c'était autre chose, une révolution populaire qui est devenue islamique, etc. C'est un peuple d'une civilisation que nous admirions. Exactement. Et c'était quand même très impressionnant. Et c'est pour cela que, et là, sur les religieux, le rôle des religieux, qui sont aussi des nationalistes iraniens, il s'est passé quelque chose en Iran, que l'on a vu ensuite 30 ans après avec le printemps arabe, c'est le même genre de dynamique, mais 30 ans de retard. L'Iran a souvent 30 ans d'avance politiquement. On n'a pas regardé avec assez d'attention l'Iran et ce qui s'y passait, pour des raisons très diverses, alors qu'on devrait faire attention et en tirer quelques enseignements pour aujourd'hui, même si la vie des Iraniens est bien pire aujourd'hui que ce qu'elle était avant, c'est évident. Reza Pahlavi, donc par rapport à ce que vous venez d'entendre là, comment vous analysez les choses? Vous savez, pour réécrire l'histoire de ce qui s'est passé dans le dernier siècle iranien, on ne peut pas mettre 30 minutes. Ça réclame des volumes. C'est pour ça qu'on a quantité. Mais je veux vous dire deux choses, je pense, assez pertinentes pour vous expliquer où se trouve, dans le sens d'une conscience collective iranienne, où se trouve le pays aujourd'hui. D'abord, sur l'opposition d'il y a 30 ans, je peux vous dire que la plupart des discussions que j'ai eues avec les révolutionnaires de l'époque, la plupart d'ailleurs de gauche, je vous dirais une chose, c'est qu'aujourd'hui, ils se lamentent du fait que nous avons fait basculer un régime qui était réformable. Par contre, on insiste à essayer de réformer un régime qui est irréformable. Ça, déjà, c'est un point important. Surtout, je pense qu'il faut regarder les choses. Qu'est-ce qui aurait pu être différent? Bien sûr que le avec régime... une volonté de réformer le régime Bien de la sûr, part de votre père. il y a qu'une question sur la question de manque de liberté politique. Ça, on est tous d'accord, on en est conscient. C'est d'ailleurs pourquoi on veut ne pas retomber dans le même engrenage. Mais la deuxième conclusion que je vous apporte, c'est que la conscience iranienne, que ce soit le bazar aujourd'hui, surtout dans l'état lamentable économique du pays, les sanctions ont eu un rôle à jouer, mais il y a quand même toute une mauvaise gestion et surtout une corruption rampante dans ce système mafieux qui tient grâce à des éléments qui utilisent toutes les répressions possibles pour se maintenir au pouvoir. C'est que l'Iranien aujourd'hui dit l'Iran aurait dû être aujourd'hui la Corée du Sud. Par contre, on est devenu comme la Corée du Nord. Si vous voulez faire une analyse simple. C'est une image qui est intéressante. Et donc, c'est la démocratie. L'élite iranienne, pour vous, l'élite iranienne dit ça aujourd'hui. Non, ce n'est pas l'élite, c'est justement les couches les plus appauvries de la société, mais qui se rappellent que quand même, le pays évoluait. Il y avait un pays où, à l'époque, on importait plus d'1 million d'ouvriers étrangers pour travailler dans le pays. Il fallait penser qu'à l'époque, par exemple, un simple ouvrier... gagner un salaire de 200 à 300 tomans dans la journée et le kilo de viande coûtait 12 tomans ou un poulet coûtait 10 tomans. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat du peuple est a tellement diminué et les prix sont insurmontables. Les gens ne peuvent même pas se permettre un coup de vie. C'est la nature théocratique du pays, du pouvoir plutôt, qui fait qu'il n'y a pas de modélisation politique. Moi, je vous dis une chose, c'est que l'Iran, civilisationnellement, est un pays qui veut le progrès, qui veut la modernité, qui se raccorde avec tous les principes de base que l'Occident aujourd'hui s'en prétend. Les droits de l'homme, l'égalité, la justice, tout ceci. Quand vous parlez tout à l'heure d'un conflit, d'un choc de civilisation. C'est pas le pays qui a changé, c'est le régime qui a changé. Le régime, oui, a ce conflit. Si vous êtes laïque, il n'y a pas de conflit. Si vous êtes islamiste, il y a. Mais alors, par rapport justement à la perception du pouvoir, à la perception de la place de l'Iran dans le monde et dans la région, les problèmes géostratégiques, quelles sont les différences entre la volonté de puissance régionale de l'Iran du temps de votre père et aujourd'hui? Il y a toujours une volonté de puissance. Je pense que l'Iran est un pays qui a un avantage naturel vu sa profondeur à la fois stratégique, du degré de ses richesses naturelles, ainsi que quand même un pays qui a su traverser des périodes politiques importantes. Ce n'est pas un nouveau pays qui commence pour la première fois à... On pensait du temps de votre père au rêve nucléaire, par exemple, au projet nucléaire. Parce que c'est votre père qui a lancé le projet nucléaire. Si on a le temps, je ne sais pas combien de temps on a. Moi, personnellement, mon avis personnel, c'est non seulement l'Iran n'a pas l'intérêt d'être un pays au niveau du nucléaire militaire,
Tout d'abord parce que, je vous dis pourquoi. Tout d'abord parce qu'un Iran nucléaire voudrait dire qu'on ne respecte pas notre propre signature avec le traité de non-prolifération. Je ne vois pas l'argument qui aurait pu être posé à l'époque, puisqu'à l'époque de mon père, quand nos chercheurs qui ont cherché le nucléaire civil lui ont dit « on sait bien que le Pakistan est en train de développer la bombe, est-ce qu'on devrait le faire ?» De dire à quoi ça servirait. Supposons qu'on a quelques missiles, on ne va pas arrêter plus de 3000 missiles soviétiques, qui étaient à l'époque la menace. Et Saddam Hussein, on l'avait contenu à travers les forces conventionnelles. L'Iran ayant cet avantage naturel envers ses voisins, pourquoi irions-nous perdre cet avantage naturel en donnant une chance d'égalisation à travers le nucléaire militaire aux autres? Bernard Ourcade et ensuite... Il y a beaucoup d'autres arguments que mais même sur le civil, j'ai un problème avec le nucléaire. Mais ça, c'est une autre on y revient. Bernard Ourcade et ensuite Bernard Kouchner. Je crois que les arguments concernant la partie cléricale islamique de l'Iran, il faut les prendre en compte. C'est un élément nouveau et important. Mais c'est aussi un élément démocratique. Je veux dire par là, la révolution de 78-79 a mis dans la rue, dans la prise du pouvoir, une masse de gens qui ont été exclus. Il faut en tenir compte. Les gens, ils ont une culture et elle est ce qu'elle est. On peut la critiquer, mais il est ce qu'elle est. L'Iran a toujours été aussi nationaliste. À l'époque de votre père, c'était la chose émergente. Mais l'Iran aussi est un pays moderne, un pays ouvert à l'extérieur. Il l'est toujours aujourd'hui. Et tout le problème, c'est l'équilibre entre ces forces islamiques, nationalistes et internationales, qui est plus ou moins fort selon les moments. Et donc, il faut éviter, je crois, concernant l'Iran, de ne voir que la partie islamique, la lutte contre Israël, Ahmadinejad et ses discours outranciers, de ne voir que la partie nationaliste ou que la partie l'Iran ouvert au reste du monde, mais l'équilibre entre les trois forces. Alors, Bernard Kouchner, il y a 5 ans, vous étiez ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce que vous disiez? C'était en septembre 2007. Vous disiez « Le monde doit se préparer au pire qui est la guerre face à l'Iran ». 5 ans après, vous dites la même chose ou vous dites c'est évitable? Oui, il y a eu une petite parenthèse. Nous devons nous préparer au pire. Et le pire serait quoi? M'a-t-on posé la question. J'ai dit le pire ce serait la guerre. Ça voulait dire qu'il faut tout faire pour l'éviter. Donc 5 ans après. Oui. Attendez, il faut tout faire pour l'éviter. Il faut continuer à tout faire pour l'éviter. Mais je voudrais dire un mot sur ce que vous avez dit. Moi, je partage votre sentiment. C'est un grand pays, non seulement un grand pays par sa géographie, mais par sa culture, par le fait qu'elle comptait dans l'histoire. Et puis ce sont des Perses, et puis ce sont des chiites. Ça compte beaucoup pour les oppositions, n'est-ce pas? Mais à part ça, je suis tout à fait persuadé que la majorité du peuple iranien pense qu'en effet, l'oppression est trop forte. D'ailleurs, les résultats économiques sont désastreux pour eux-mêmes, pas seulement le bazar, tout le monde, et qu'ils ont vraiment envie de changer. Mais ça veut dire que la gangue religieuse, c'est-à-dire l'extraordinaire pesanteur, même si c'est culturel, pèse terriblement sur les gens. Et s'il n'y avait pas eu cette répression féroce, je pense que le mouvement vert représentait largement la majorité. Alors on explique aussi pour les gens qui nous regardent, qui ne savent pas peut-être ce que sont et le bazar et le mouvement vert. Le bazar, en fait, c'est la bourgeoisie traditionnelle économique du pays, les commerçants. Et le mouvement vert Alors le mouvement vert, c'est ce qui a été, si vous voulez, une campagne de M. Moussavi à l'époque des élections, mais qui s'est transformé en un mouvement de protestation contre le résultat truqué des élections. Après l'élection qui a sans doute été truquée, mais qu'en tout cas la majorité de la population iranienne a jugé truquée de M. Ahmadinejad. Et les moyens pour étouffer cette protestation populaire ont été extrêmement violents. Alors une question. Qu'est-ce qui pèse le plus aujourd'hui sur la société iranienne? Est-ce que ce sont les ambitions nucléaires d'Ahmadinejad ou est-ce que ce sont le poids et les contraintes du régime islamique? Non, mais c'est surtout le fait que la majorité des Iraniens, dès le début, se sont posé la question, si ce régime prétend au monde entier que nous n'avons aucune intention malsaine, pourquoi emmener notre pays jusqu'à ce point de crise, cette situation où il y a une isolation totale, et là on parle des ambitions nucléaires, niveau de sanctions, et d'amener notre pays jusqu'au risque de rentrer en guerre si vraiment c'est des intentions... Quand vous entendez Ahmadinejad dire « on veut détruire Israël », il faut le prendre au sérieux ou pas? Absolument. Absolument. C'est quelqu'un qui, dans sa vision, a une espèce d'attente de préparer le terrain pour un retour messianique du 12e imam. Il y croit vraiment. Mais alors lui, il faut le prendre au sérieux. Est-ce que Khamenei, est-ce que les dirigeants iraniens ont la même vision du monde, la même vision de la stratégie du pays que lui? Je vous expliquerai ça dans les grandes lignes. À l'époque de la guerre froide, on en parlait. On pourrait dire que même où il y avait diamétriquement une opposition complète entre le monde soi-disant libre et le monde soviétique, il y avait une coexistence possible dans le sens conventionnel des deux blocs. Il y avait même un mouvement où on appelait ça la détente. Tandis que le problème que vous avez avec ce régime, c'est que sa raison d'être, sa base de survie,
dépend d'un échec total de toutes les valeurs dont l'Occident s'en déclare. Toutes les valeurs comme les droits de l'homme, comme l'égalité, comme tout ceci, c'est comme de la cyanure pour ce régime. Et ils sont obligés de faire obstacle à cela, ce qui explique pourquoi cette idéologie est en guerre avec les valeurs occidentales, tandis que le pays, comme l'a dit d'ailleurs M. Orcade, c'est un pays qui est le plus dans cette région pro-occidentale. Pas parce qu'ils veulent imiter l'Occident, mais parce que c'est des valeurs qui, après tout, ont commencé chez nous. Les droits de l'homme dont on parle, qui manquent le plus aujourd'hui chez nous, avaient source en Iran de jadis, qui ont toujours manqué. Qui ont toujours manqué, mais il faut bien qu'on arrive à l'établir une fois. Ce cyanure, c'est jusqu'à la guerre avec Israël? Je vous dis une chose, c'est que la solution, comme disait un des parlementaires, c'est que la démocratisation est la façon la plus certaine d'éviter tous les problèmes, que ce soit pour la société de ces pays, mais aussi régionalement. Parce que les démocraties ne rentrent pas en guerre entre elles-mêmes. Mais comment y arriver? Parce que vous dites, la solution, c'est pas de renvoyer l'Iran 2 siècles en arrière. Surtout pas, parce que vous punissez un pays qui déjà souffre. La meilleure solution, et d'ailleurs vous avez un pays preneur, c'est d'avoir le droit à la souveraineté. Or, la seule façon de pouvoir mesurer quelle est la volonté d'un peuple, ce sont des élections libres. Alors justement, Patrice, les élections libres, avec ce projet de Conseil national iranien qui veut des élections libres. Est-ce que c'est crédible alors que le pays est dirigé par le guide suprême? On ne s'attend pas à ce que ce régime nous permette cette opportunité. Oui, on parlait du mouvement vert tout à l'heure. Depuis que le mouvement avait commencé, je suis personnellement rentré en contact avec beaucoup des représentants de ce mouvement. Vous êtes rentré en contact ou ils sont rentrés en contact avec vous? Bon, enfin, on s'est retrouvés. Ils sont en surveillés actuellement, la plupart. Je ne parle pas nécessairement de la dirigeance, je parle mais de tout ce mouvement représenté par des milliers de jeunes de cette génération, mais qui se retrouvent dans les grandes lignes sur le même thème, que la seule solution pour l'Iran, c'est d'avoir un régime de démocratie parlementaire laïque, je dis bien laïque dans le sens d'une séparation claire et nette du clergé et de l'État, comme garantie de sortie de ce néant. Or, le projet qui est à la base de ce regroupement de forces diverses politiques iraniennes, de gauche, de droite, des républicains, des monarchistes, peu importe, puisque le débat maintenant, ce n'est pas sur la forme, mais sur le contenu d'un régime qui est basé sur cette démocratie parlementaire, avec une constitution qui est, elle, basée sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout ceci dans le but de pouvoir enfin parvenir à un régime où il y a l'égalité, il y a les droits pour tous les citoyens, mais avant tout de pouvoir organiser ces élections, pour que les Iraniens, eux, puissent choisir finalement qu'est-ce qu'ils veulent avoir. Donc c'est une campagne que ce Conseil national que nous sommes en train de former serait en position de réclamer avant tout au monde, auquel on dit que ce soit le gouvernement français ou américain ou autre, en disant c'est pas à un gouvernement étranger d'avoir une politique de, entre guillemets, changement de régime, mais que vous pouvez apporter un soutien à cette demande iranienne pour des élections libres. Et si le régime le refuse, aidez-nous à ce moment-là. Alors, on arrive presque à la fin de cette émission. Quand vous entendez le prince Reza Pahlavi dire ça, vous vous dites c'est une utopie ou pas, Bernard Kouchner et ensuite Bernard Orcade? Écoutez, moi j'entends avec plaisir qu'il y aurait un regroupement de l'opposition, ce que j'ai constaté, parce que j'ai participé à beaucoup de séances de négociation avec l'Iran, c'est que l'opposition n'est pas unie. Et non seulement elle n'est pas unie, mais elle ne s'unit pas. On pourrait penser que ça va venir, mais je n'ai pas le sentiment. Alors non seulement à l'intérieur, mais à l'extérieur. Et ça, c'est la première des choses. Si vous voulez, et je le souhaite infiniment, qu'on puisse faire pression sur les dirigeants actuels pour les changer par l'intermédiaire d'élections libres et transparentes, ce serait formidable. Bien. Mais qui fait ça? Vous parliez du printemps arabe, c'est un petit peu ce qui se passe dans un nombre de très semblables. Cette unité ne se fait pas. Alors je sais bien qu'au début c'est comme ça nous a pris, nous, des dizaines d'années, voire des siècles. Mais c'est ce que nous réclamons. Nous n'avons pas le droit de réclamer, c'est à vous de le faire. Et à un moment donné, d'ailleurs, vous pensiez qu'il y avait plus de chances. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'il y aura un semblant d'unité parmi des groupes divers? Et vous ne les avez pas cités tous, mais il y en a plein. Maintenant, les Moudjahidines du peuple sont revenus parce que ce ne sont plus des terroristes. On arrive à la fin de l'émission. La question centrale de cette émission, c'était Iran-Occident, choc de civilisation ou pas? Pour vous, c'est quoi la réponse? Pour un certain nombre de gens en Iran, oui, c'est un choc. Pour la majorité des Iraniens, non. Et au sein du gouvernement, il faut bien le dire, quand M. Moussavi voulu prendre le pouvoir, c'est un des piliers du régime. Donc, il y a en Iran des forces politiques, à l'intérieur même du système, qui sont capables de changer. Et donc, il n'y a pas besoin de voir des choses de l'extérieur, à l'intérieur du pays. Il est en train, c'est une lutte permanente, la politique. Ce n'est pas simplement un décret.
Et donc les choses avancent. Ne jetez pas les forces extérieures avec l'eau du bain. Ouais. Ça serait pas mal qu'il y ait une unité entre les forces intérieures, les forces extérieures, parce que ça pèserait évidemment beaucoup. Quand vous appelez les chocs de civilisation possible ou pas, ou uniquement lutte d'influence? L'Iran n'est pas une menace, le régime est une menace pour l'Occident. Les Iraniens, eux, sont alliés naturels de l'Occident parce qu'ils partagent les mêmes valeurs. Le seul problème, c'est que l'obstacle qui les sépare du monde libre, c'est ce régime. Mais ce que disait Bernard Kouchner, c'était les alliés d'Israël. Mais c'était le pays où tout le monde se rendait avec bonheur. C'était un endroit qui représentait l'avenir. Et le bonheur peut être retrouvé, peut revenir? J'espère que oui, mais enfin, ça va lentement. Et la menace existe réellement. N'oublions pas que c'est de ça qu'est partie votre idée d'émission. Ouais. Y aura-t-il un fracas, une opposition qui irait peut-être jusqu'à... Une déflagration. Déflagration, la menace est grande. Mais la menace est pour l'instant virtuelle, heureusement pas réelle. Oui, mais enfin, elle se rapproche. Hein. J'ai très peu de temps pour vous expliquer les détails, mais dans les grandes lignes, c'est pour la première fois qu'on organise un mouvement qui est vraiment un mouvement de souche, donc il y a une participation du bas vers le haut et pas élitiste dans le sens du haut vers le bas. Et donc l'opposition dont je parle, ce sont des milliers d'Iraniens qu'on ne connaît pas, mais qui représentent des secteurs différents de la société, qui n'ont pas le mot à dire aujourd'hui, mais qui cherchent à avoir une opportunité de l'exprimer. Et si l'opposition classique veut soutenir cette volonté, tant mieux. Mais s'ils ne veulent pas, ce n'est pas eux qui vont faire barrage, puisque la volonté du peuple dépasse toutes les autres mesures. Et c'est sur ça que ce mouvement est basé, puisqu'après tout, c'est à eux de décider. On ne fait que fournir une opportunité, une alternative contre un scénario de guerre ou autres conflits qui sont beaucoup plus coûtants, aussi bien pour nous que le monde. Merci, c'est la fin de Parlons-en. Nous sommes allés très vite, l'émission est passée très très vite. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous être fidèles et à la semaine prochaine. Merci.